Jean-François Simonin est philosophe, spécialiste de l'anticipation. Il a fondé et dirige l'Institut du temps long ITL, laboratoire d'idées et d'expérimentation philosophique et prospective sur les enjeux du long terme. Ses travaux introduisent à une nouvelle conception de l'action en contexte anthropocène. Il est l'auteur des ouvrages La tyrannie du court terme, quel futur dans l'anthropocène et L'innovation frénétique, construire et déconstruire le monde à l'heure du numérique. Samedi 28 octobre 2023, Jean-François Simonin était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la publication de son livre Esquisse d'une stratégie de l'espérance, le monde comme revendication, aux éditions Libres et Solidaires, lors d'une rencontre organisée avec le GREP Midi-Pyrénées en collaboration avec les Amis du monde diplomatique de Toulouse. Donc bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons avoir, Jean-François Simonin va nous présenter son œuvre par quelques questions interposées que je lui poserai. Donc, esquisse d'une stratégie de l'espérance. Vous avez vu le livre. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai rencontré Jean-François Simonin en même temps que je suis entrée au GREP et nous avons immédiatement, j'ai compris combien il était investi dans le domaine dans lequel il écrit, justement. Et c'est pourquoi je l'ai fait intervenir dans les classes, tu te souviens, donc de terminale, où il présentait ses premiers livres et justement cette notion d'anthropocène qui, pour moi, était nouvelle à l'époque. Et donc, du coup, je présente rapidement les livres qu'il a écrits au préalable. Donc, on a anticipé à l'ère de l'Anthropocène en 2016, apprendre à défataliser l'avenir au XXIe siècle. La destruction créatrice, une illusion ravageuse. Des nouveaux matériaux pour de nouveaux futurs. La tyrannie du court terme, des futurs possibles à l'ère de l'Anthropocène. L'innovation frénétique, construire ou déconstruire le monde à l'ère du numérique. Donc, vraiment, un intérêt toujours tourné vers les nouvelles technologies et ce que va devenir notre monde, étant donné ces grands changements qui traversent le monde. Donc, ce que j'aimerais, Jean-François, c'est si tu devais présenter ta démarche, ton travail d'écrivain allié à ton travail de consultant, que dirais-tu ? Donc bonjour à tous. Et déjà avant de répondre, merci à Ombre Blanche de prévoir cette réunion et de me proposer de faire cette présentation. Merci au GREP qui a relayé l'invitation. Merci aux Amis du monde diplomatique, même si Jean-Pierre Crémou est en vacances aujourd'hui. Merci à lui d'avoir relayé. Et donc vous êtes assez nombreux. Je suis content de pouvoir vous exposer un petit peu le résultat de mon travail. Donc comme je m'attendais un petit peu à cette question, Sylvie, puisqu'on commence souvent par là, finalement, qu'est-ce que tu fais ? Qu'est-ce que ça veut dire ? D'où ça vient, voilà. Alors j'ai la particularité, j'ai préparé, ma réponse sera plus longue à cette question-là, les autres seront beaucoup plus courtes, si vous êtes d'accord. Bon, et puis certains me connaissent déjà, donc je vais quand même aller assez vite. Ce qui est caractéristique de mon parcours, puisqu'il faut toujours expliquer un petit peu d'où on vient, c'est que je ne suis pas universitaire, je suis un peu autodidacte, on pourrait dire, même si j'ai beaucoup de diplômes, je les ai passés de façon toujours en travaillant. Je travaille dans les entreprises depuis l'âge de 17 ans. D'abord dans l'agriculture, l'agroalimentaire, différents métiers pas spécialement intéressants, dans le pré-presse et l'imprimerie, puis dans l'informatique, les SS2I, qu'on appelle maintenant, on dit plus SS2I, je ne sais plus comment on dit, ESN, les ESN, exactement, les ESN, et plus récemment dans le conseil en stratégie, dans un domaine très particulier, à la demande des organisations syndicales, l'analyse des stratégies des entreprises pour essayer de porter des appréciations alternatives et demander des circuits de décision, des décisions différentes. Alors voilà. Donc mon questionnement, il vient du domaine de l'entreprise. Il est né dans le fait que jusqu'à l'âge de 45 ans à peu près, j'étais un jeune cadre comme tout le monde et je ne me posais pas beaucoup de questions. Et à force, en devenant consultant dans le domaine de la stratégie, à force d'être confronté à de très nombreux cas
à propos desquels on pouvait s'interroger sur le bien fondé des activités qui étaient développées, j'ai commencé à être un petit peu interpellé. Et donc aujourd'hui, quand on se dit est-ce que l'économie est compatible avec l'écologie, par exemple, non, elle ne l'est pas. Telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui, elle ne l'est pas. C'est même pire que ça. C'est que je propose, c'est ma thèse en tout cas, c'est la particularité de mon travail, c'est ma contribution personnelle à l'histoire des idées. Je pense que de nombreuses activités économiques s'apparentent même à des destructions du monde. Ce sont des opérations de destruction du monde. Je pourrais citer plein de cas dans l'énergie, dans l'agroalimentaire, dans la métallurgie, dans l'automobile, dans la pharmacie, dans l'aéronautique. De nombreuses activités à propos desquelles on peut se poser la question de savoir si elles sont plus profitables ou néfastes pour l'humanité et pour l'avenir surtout. Voilà. Mon questionnement, il vient de là. Voilà. Donc je suis entré dans ces réflexions dont on va parler là par la question de la prospective, parce que j'ai longtemps pensé que ces défauts les défauts de ces stratégies d'entreprise qui étaient très destructrices, j'ai longtemps pensé que c'est un problème d'anticipation. J'ai longtemps pensé qu'il aurait suffi de mieux comprendre les conséquences de ce qu'on est en train de faire pour pouvoir corriger ces stratégies et les remettre un petit peu dans un droit chemin. Or, à mon avis, après une dizaine d'années de réflexion, il n'en est rien. Il n'en est rien, je pense plutôt qu'on est dans une rationalité un petit peu sacrificielle. On est une espèce qui a conçu sa façon d'habiter le monde, on va y revenir tout à l'heure, comme un combat de l'espèce sapiens contre le reste du monde, dans des proportions qui deviennent maintenant un petit peu exorbitantes, destructrices, et qui posent la question de la pérennité de ce monde à horizon aux 3, 4, 5 générations. Voilà, c'est la particularité de ma réflexion. Et notamment le concept d'anthropocène, effectivement, que j'ai découvert dans les années 2010, est pour moi une rupture. Parce que à partir de là, moi qui doutais beaucoup du bien fondé de certaines stratégies d'entreprises qui sont donc très puissantes, mais qui ne raisonnaient jamais sur l'appréhension des conséquences au long terme de ce qu'elles font, à partir de là, à partir du moment où le concept d'anthropocène est devenu connu, public, à partir de là, on comprend qu'on peut réinverser un petit peu toutes les valeurs. Pourquoi ? À partir du moment où on comprend que c'est l'ensemble des activités humaines qui remettent en question la possibilité d'existence de cette même espèce à horizon moyen, long terme, à partir de là, je trouve qu'il redevient possible de réfléchir. Et c'est ça l'originalité de ma démarche. Je pourrais illustrer ce que je viens de dire avec un fait d'actualité. Le 30 août dernier, c'était l'université d'été du MEDEF, et Jean Jouzel, le spécialiste du climat, responsable, je ne sais pas s'il l'a encore, du GIEC, il a été longtemps responsable du GIEC, était invité par le MEDEF pour venir faire le point sur la situation climatique. Et donc il a réexpliqué, comme il explique depuis 20 ans, quel était le problème climatique, son urgence et son importance. Et là, Patrick Pouyanné, le président de Total, je suis sûr que la moitié d'entre vous est déjà au courant de ça, mais je voudrais revenir dessus parce que ça peut être une porte d'entrée intéressante à ce que je vais dire là. Patrick Pouyanné a dit félicitations Jean, Jean Jouzel, il l'appelait Jean. Merci d'être venu nous réexpliquer quelle est l'urgence climatique et merci vraiment, c'est intéressant parce qu'on l'oublie parfois. Et donc, Jean Jouzel pose la question, alors vous allez pouvoir réfléchir un petit peu les stratégies. Ah ben non, Jean, ce n'est pas possible. Moi, je suis dans le réel. Moi, je suis dans le réel. Le réel, c'est la demande de pétrole. Et mon travail consiste à fournir le maximum de pétrole au moindre coût. Je suis dans le réel, Jean. Je ne suis pas un chercheur. Je n'ai pas la tête dans les nuages. Vous voyez cette conception du réel, parce que c'est... On pourrait s'en moquer facilement, mais en fait, le problème est compliqué. Il a un peu raison, Patrick Pouyanné. Tant que tous les consommateurs lui demandent du pétrole, c'est vrai que dans un sens, il faut bien qu'il produise du pétrole. Si ce n'est pas lui qui le produira, quelqu'un d'autre le produira. Mais donc, vous voyez, cette conception du réel pose problème. Parce que c'est tout à fait vrai que si je suis une entreprise d'extraction de pétrole et que je n'ai pas de questionnement politique à poser, je fais du pétrole au moindre coût, c'est ça mon travail, et j'en fais le maximum.
Que l'extraction du pétrole et sa consommation à outrance détruisent le monde est un autre problème. Ce n'est pas mon problème. Vous comprenez ? Ma conception du réel, quand je suis aux affaires, elle est de ne pas s'interroger sur le long terme. C'est même presque interdit. Si d'ailleurs lui le faisait, il serait rapidement remplacé par son numéro 2, numéro 3. Vous voyez, on est donc là, on met le doigt, avec cet exemple-là, on met le doigt sur la responsabilité globale de tout le monde, et y compris celle des consommateurs. Vous comprenez ? C'est vrai que tant qu'on lui demande beaucoup de pétrole, soit pour rouler en voiture, soit pour rouler en avion, voilà, il faudra que quelqu'un sorte du pétrole. D'où l'intérêt de ce livre, c'est d'essayer de s'attaquer à cette question-là et de fournir une trame de réflexion à la fois pour évaluer les stratégies d'entreprise, les politiques gouvernementales, mais aussi les attitudes des citoyens, dans un sens. On y reviendra là, c'est la conclusion, de ce livre, c'est la conclusion, c'est les 4 derniers chapitres. Voilà. Alors, longtemps, je ne me suis pas autorisé à écrire ce livre. J'en avais écrit déjà 5, c'est le 6e, celui-là, qui était beaucoup plus pointu. Celui-là était beaucoup plus compliqué pour moi que les autres. J'avais fait une première ébauche qui était le numéro 3 de ma série Clés d'accès au XXIe siècle, mais finalement, je l'ai retiré au moment de l'éditer parce que j'en étais pas satisfait. Je pensais toujours, parce que là, c'est une approche systémique aussi, programmatique, plus ambitieuse que mes autres livres. Je pensais toujours que d'autres personnes que moi étaient plus qualifiées pour le faire. Je pensais notamment que Isabelle Stengers, Bruno Latour, Bernard Stiegler, Maurice Godelier, Pierre Legendre, des gens qui réfléchissaient un petit peu comme moi et qui parfois parlaient de management et de décision. Je pensais toujours que ces gens-là allaient mettre les mains dans le cambouis de la réécriture d'une pensée normative à l'issue des grandes opérations critiques qu'ils avaient travaillées. Je les apprécie beaucoup, ces auteurs-là, mais ils n'ont pas fait ce travail. Ils sont presque tous morts maintenant, donc je me suis dit, bon ben voilà, j'essaye quoi ? J'essaye de prolonger leur réflexion et de ne pas rester sur le seuil de la critique, de transformer, c'est les 4 derniers chapitres de mon livre, ce que j'appelle les piliers du Nouveau Monde. J'essaye de transformer un petit peu toutes ces interrogations dans un système normatif qui peut permettre de porter des évaluations sur ce que dit Patrick Pouyanné, voilà, par exemple. C'est ça, l'originalité de mon travail. Par exemple, et puis il y en a une autre originalité. Par exemple, qu'est-ce qu'on peut dire ? Quel est le problème du siècle ? Le problème du siècle, l'affaire du siècle. Vous en avez entendu parler, il y a eu un procès célèbre, 4 associations en 2018 ont intenté un procès au gouvernement français pour inaction vis-à-vis du changement climatique. Ça a fait toute une caisse de résonance et c'était très intéressant. Mais en fait, moi je ne pense pas que l'affaire du siècle soit le problème climatique. C'est un problème très très important, mais ce n'est pas du tout l'affaire du siècle. Je sais que toutes les entreprises aujourd'hui, quand elles consentent à parler un petit peu d'écologie, parlent de décarbonation, mais c'est un problème infime par rapport à tous les sujets qui posent question pour la pérennité de l'espèce humaine sur cette terre. C'est un sujet infime, d'accord ? Donc ce n'est pas l'affaire du siècle. Quand Bruno Latour dit « nous sommes entrés dans un nouveau régime climatique », oui, il a raison, mais non, il n'a pas raison. C'est beaucoup plus important que ça. Il ne suffit pas d'entrer dans un nouveau régime climatique pour avoir la solution au problème des inégalités, au problème de l'effondrement du vivant, au problème de l'usage incontrôlé de technologies hyper puissante. Donc voilà, on n'entre pas dans un nouveau régime climatique. En fait, il nous faut entrer dans un nouveau régime de vérité, une nouvelle rationalité, me semble-t-il. Alors évidemment, c'est un peu ambitieux. Qui est-on pour parler d'une nouvelle rationalité ? Il faut bomber le torse, respirer, prendre sa respiration. Mais enfin, c'est bien de ça dont on a besoin. C'est d'un nouveau système de rationalité, d'une nouvelle rationalité, parce que la nôtre, aujourd'hui, elle est sacrificielle. Ce qu'on appelle nos sciences, notre utilisation du savoir, notre économie, notre système politique, ce qu'on appelle l'humanisme aujourd'hui, en fait, est un comportement sacrificiel, qui n'a pas peur, qui peut-être qu'on va l'arrêter à temps, mais qui sacrifie l'ensemble du monde, l'ensemble du vivant, au bénéfice immédiat d'une espèce, jusqu'à rendre cette espèce
il y a inflation de sapiens dans la biosphère, on peut le dire. Hein. On m'a interpellé un jour comme ça avec ça. Il y a vraiment inflation de sapiens, de son industrie, dans la très très fine pellicule qui représente la zone critique dans laquelle tous les vivants naissent, meurent. Et voilà. Alors, bon. Maintenant, je pourrais essayer de vous dire, quand je parle de l'espérance, esquisse d'une stratégie de l'espérance, il s'intitule ce livre, c'est un peu ambitieux. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Pour essayer de toucher du doigt, de faire comprendre ce que ça veut dire, je vous propose de faire l'effort de prendre beaucoup de recul, d'essayer de regarder depuis la préhistoire jusqu'aujourd'hui, voire jusqu'à demain, quels ont été les grands modes d'habitation du monde de Sapiens dans cette biosphère, dans cette zone critique. Hein. La première, j'en distingue 4. La dernière étant la fameuse espérance dont je vais parler. D'accord ? C'est pour essayer de comprendre. J'en distingue 4. La première, c'est parce que tout simplement, je n'ai peut-être pas les connaissances suffisantes du point de vue de la préhistoire pour... Je crois que l'apparition du langage a été une révolution terriblement importante qui a permis à l'espèce sapiens de se comporter très différemment des autres espèces animales. Mais je ne maîtrise pas assez le sujet, donc je l'oublie un peu, si vous voulez bien. Parlons de ce que je maîtrise un peu. La première, je pense, est quand Sapiens a arrêté d'être nomade, d'être chasseur-cueilleur, il s'est sédentarisé, il a commencé à devenir producteur. Habiter le monde sous la forme de la production, de la sélection des espèces, de la production, du stockage, des hiérarchies, de la division des tâches qui va avec ça. Ça, c'est une première grande étape extrêmement importante, me semble-t-il, vers 8000 avant Jésus-Christ. C'est apparu, paraît-il, alors les historiens discutent encore sur le fait de savoir s'il y a d'abord eu sédentarisation, puis agriculture, ou si c'est l'inverse. Je n'entrerai pas là dans le débat, comment dire, c'est ouvert, hein, je pense que c'est ouvert. Mais en tout cas, à partir du moment où on devient producteur, on commence à habiter le monde d'une façon différente. La seconde grande étape, me semble-t-il, c'est l'invention du monothéisme, et je mets dans le même sac, si je peux me permettre de parler comme ça, le monothéisme, le logos en Grèce, la raison, peut-être même le droit romain. Je pense que j'appellerais ça la naissance de l'universel. On a commencé à organiser dans des villes qui devenaient plus importantes, avec une industrie un petit peu naissante, une agriculture qui devenait on va dire, significative. Hein. Si elle s'arrêtait, de nombreuses personnes pouvaient mourir de faim. On ne savait plus cueillir et chasser comme auparavant. Donc à partir de là, on a inventé les dieux, on a inventé la raison, on a inventé un ordre du monde au sein duquel il revenait à chacun de se repérer. Il y avait une tradition, il y avait un ordre du monde. Si on s'éloignait de cet ordre-là, si on s'éloignait du respect de la hiérarchie, de la tradition et des dieux, on n'allait pas au paradis, on allait en enfer, on n'avait pas de perspective. D'accord ? Ça, c'est la deuxième grande façon d'habiter le monde, c'est-à-dire on se perçoit comme une espèce dans un monde qui a des lois. On commence à comprendre un petit peu ces lois, il faut qu'on les respecte parce qu'autrement on pourrait retourner dans la chute et ça pourrait ne pas nous porter, nous faire du bien. Troisième grande façon d'habiter le monde, troisième révolution dans les modes d'habitation, d'habiter le monde, elles sont nées à la Renaissance et elles ont coagulé dans les Lumières, dans cette idée de progrès. Il y a 2 siècles et demi, il faut bien comprendre, cette notion de progrès n'existait pas. Personne ne se levait le matin en se disant qu'il allait pouvoir organiser sa vie, sa journée, son travail comme une étape vers quelque chose. C'est à partir de la Renaissance et surtout à partir des Lumières, je le développe fortement, je pense, dans mon chapitre 3, dont je suis un petit peu fier à ce sujet parce que j'ai mis longtemps pour arriver à l'écrire comme ça. J'ai mis très longtemps, je l'ai corrigé, je l'ai mis à la poubelle 100 fois. Voilà, où l'on voit comment le savoir, la propriété et la personne humaine, ces idées-là, ces idéaux-là, ont coagulé dans cette idée d'un progrès, un progrès infini, qui, pendant quelques dizaines d'années, quelques siècles, un siècle ou deux, nous a permis de faire d'énormes progrès dans la façon d'habiter le monde, énormes progrès dans notre façon de comprendre les lois de la nature, de les utiliser, de produire, d'accumuler des richesses, mais à un point tel qu'on n'a pas vu,
qu'on devenait une espèce tellement puissante qu'elle était en train de ronger, d'épuiser le monde et de saper la branche sur laquelle elle est biologiquement assise. Et donc maintenant, on le comprend aujourd'hui avec ce qu'on appelle Anthropocène, et ce qu'on comprend, si on ne veut pas retourner à l'état, on va dire, primitif, eh bien, c'est que nous devons, l'espérance, c'est ça, c'est comprendre la puissance que nous avons acquise et limiter nos actions dans les registres de ce qui ne sera pas destructif. Voilà, c'est ça l'espérance. C'est comprendre notre puissance, c'est ce que j'appelle le progrès du progrès. Un progrès qui doit cesser d'être aveugle, qui en étant aveugle va jusqu'à nous détruire. Il doit cesser d'être aveugle, il doit savoir ne pas aller sans réfléchir dans les directions qui sont dangereuses, il doit se concentrer sur ce qui permettra une évolution du vivant en coévolution avec le reste du monde. Donc il va falloir, on y reviendra peut-être tout à l'heure dans les questions, Sylvie, qu'on arrête par exemple d'imaginer les progrès comme étant une recherche de disruption, c'est-à-dire des innovations tellement surprenantes que même si on ne réfléchit pas, qu'on n'en comprend pas les connaissances, on fait du business pendant une décennie ou deux avant de s'apercevoir qu'elles sont destructrices. Il faut qu'on cesse de réfléchir comme ça. Il faut que nos sciences réintègrent la notion de vérité dans celle d'existence. Il faut que l'existence prime de nouveau sur la performance. Aujourd'hui, tout notre système scientifique, économique, technique, politique fait primer la performance sur l'existence. C'est ce que Patrick Pouyanné disait tout à l'heure. Jean, je me moque de l'existence, je dois être performant. L'existence à long terme n'est pas mon problème. Bien si, il faut qu'il le redevienne, je crois. Donc voilà. Alors donc je parle beaucoup d'état du monde, parce que là où dans le progrès, dans la philosophie du progrès, on parle d'innovation, on parle de développement, on parle d'émancipation. Je crois que ces grands succès, ces grands joyaux de la pensée occidentale, l'innovation, le développement, l'émancipation, posent problème, posent dramatiquement problème. Innover tout seul comme ça, qu'une espèce cherche à évoluer jusqu'à se distinguer du reste du vivant et du reste du monde, ça n'a pas de sens, il faut se le dire. Se développer hors du cadre des limites planétaires n'a pas non plus de sens. Donc le développement, on doit reposer la question du développement. Qu'est-ce que se développer? Qu'est-ce que veut dire se développer? Gilbert Rist, Serge Latouche ont déjà beaucoup posé ces questions-là, mais il faut revenir là-dessus. Et s'émanciper, l'émancipation, concevoir le vivre ensemble comme étant un projet d'émancipation jusqu'à accumuler des droits de l'homme au détriment de nos responsabilités. Ce n'est pas non plus un plan durable d'habitation du monde. Il faut se le dire, il faut retrouver une façon de faire la politique qui ne soit pas conçue comme la politique entre humains au détriment du reste du vivant et du reste du monde, d'accord? Mais la politique doit se traduire, ce que j'appelle en responsabilité prospective, qui intègre la vision du vivant, du non-vivant. Et donc, ce qu'on va appeler politique demain doit intégrer ces questions qu'elles évacuent, que la pensée de l'humanisme nous a appris à évacuer, malheureusement. C'est ce qui me fait dire de temps en temps, de façon caricaturale, que l'humanisme est un terrorisme à l'égard des conditions de vie de l'humain lui-même, finalement, en vision long terme. Et donc je boucle, et puis après je redonne la question, l'introduction est un peu longue, mais je crois que ça valait le coup. Qu'est-ce que c'est ce bouquin? C'est trois choses. C'est une conception du monde, une tentative de conception du monde. Qu'est-ce que pourrait être un monde qui passe du progrès à l'espérance, c'est-à-dire un progrès du progrès? C'est les trois premiers chapitres, en gros. Les trois suivants sont une philosophie de l'action. Une philosophie de l'action. Si on ne doit plus innover n'importe comment doit-on innover? J'essaye de répondre à ça. Si on ne doit pas se développer économiquement n'importe comment doit-on s'y prendre? On doit reconsidérer les questions d'entropie, repartir de l'entropie, par exemple, chose que les économistes ignorent tous. C'est incroyable. Voilà. Et qu'est-ce que la responsabilité prospective? Voilà.
Et je termine, donc troisièmement, donc c'est une conception du monde, un peu originale je crois, une philosophie de l'action très particulière, mais ma foi je l'assume, et puis il y aura des critiques bien sûr évidemment. Et à la fin, je boucle sur là où personne n'était allé, me semble-t-il, en tout cas pas de la façon dont je vais, c'est un système d'évaluation, c'est une grille d'analyse, c'est une ébauche de système d'évaluation pour reconsidérer les stratégies et les politiques gouvernementales à l'aune de ces nouvelles exigences dont je viens de parler auparavant. Voilà. Chose que, justement, personne d'autre ne faisait. C'est imparfait. J'en discute déjà avec 2 groupes de travail. On discute. Les termes que j'utilise là aujourd'hui ne seront peut-être plus exactement ceux que j'utiliserai dans 5-6 ans, mais ça ne fait rien. J'estime mettre les mains dans le cambouis et proposer, mettre sur la table une grille de laquelle Jean Jouzel et Patrick Pouyanné auraient pu se servir pour dialoguer, pour objectiver leur discussion. Voilà. Par exemple, c'est une grille qui peut servir à se poser la question, on est ici à Toulouse, chez Airbus, doit-on faire des taxis volants, par exemple? Sachant que c'est magnifique, les taxis volants, certainement, tout le monde voudrait bien en avoir un, mais on voit bien que s'il y en a quelques-uns, pour quelques centaines de milliers de personnes, ça va être un coût écologique extrêmement important en termes de minerais, d'énergie, tout ça pour quelques personnes, parce que ça va être uniquement des... Vous comprenez comment objectiver ça voilà. Cette grille d'analyse pourrait aussi servir, même si, à mon avis, elle serait moins efficace pour se poser la question de savoir, pour objectiver la question sur l'A69 aujourd'hui. Vous voyez? Voilà. J'ai cette prétention-là. Après, je pense qu'elle est plus adaptée pour les réflexions stratégiques que pour les réflexions politiques, plus directement en tout cas. Mais on pourrait s'en servir aussi pour savoir, peut-on faire des méga-bassines, oui ou non? Est-ce que ça a un sens? Est-ce que ça n'a pas de sens? Je ne donne pas la réponse à ça, mais en tout cas, c'est une grille d'analyse qui permet que chacun utilise la même grammaire, le même vocabulaire pour parler de ces choses compliquées. Parce que tant qu'on ne le fait pas, eh bien finalement, ce sont les plus puissants qui prennent les décisions à l'abri du politique, finalement. Ce qu'il faut voir, c'est que tant qu'on n'a pas une grille de ce type-là, ça veut dire que les industriels ont les mains libres pour décider de ce qu'ils veulent et que rien n'est capable de s'opposer à leurs décisions. Il s'agit aussi donc de permettre une consolidation de toutes les initiatives qu'on sent bien très intéressantes, mais qui ne parviennent pas à coaguler dans une alternative très puissante au niveau des marchés financiers. Voilà. Je m'arrête là. Excusez-moi cette longue introduction, je serai beaucoup plus court, mais je voulais faire une petite présentation d'ensemble. Merci. Mais justement, je rebondis par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, quand tu disais je me suis permis de faire... Moi, je le vois tout à fait dans le cadre du philosophe. Ce que tu fais, pour moi, c'est une action de philosophe, ce que tu produis. C'est-à-dire que... Alors, philosophe expérimental, alors, oui, parce que je sais bien... Oui, mais c'est pas contradictoire avec la philosophie. Hein. C'est pas, pour moi, en tout cas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais... Je sais que les librairies comme Ombre Blanche ne savent jamais trop où il faut ranger mes bouquins. Ils sont de temps en temps en philosophie, de temps en temps dans les sciences, de temps en temps... Bon, c'est la philosophie d'aujourd'hui. Quand on me demande ce que je fais, là, depuis 10 ans, je réponds, parce que je n'ai pas trouvé le mot ce sont des analyses philosophiques et prospectives. Oui, je dis ça parce que je n'ai pas encore trouvé le mot qui... Oui, mais tu es sur le chemin en tout cas. Oui, voilà. Donc, du coup, je me suis dit, on pourrait reprendre la question de Kant à propos de ton livre. Que m'est-il permis d'espérer? C'est vraiment tu poursuis la question de Kant tout en montrant que Kant n'est pas suffisant. Donc, tu vas beaucoup plus loin. Oui, alors là, bon... Oui, effectivement. Dans ma thèse, d'ailleurs, j'avais tout un chapitre sur ce sujet-là, parce qu'effectivement, entrer dans l'Anthropocène impose de reposer les 3 questions de Kant, les 3 questions sur lesquelles on a construit le droit et la philosophie pendant 2 siècles. Hein. Que puis-je savoir j'en oublie une. Que puis-je savoir? Que dois-je faire? Que m'est-il permis d'espérer? Et c'est vrai que tant qu'on est dans une philosophie du progrès, où on voit l'action de l'homme comme étant sans limite pour construire le paradis sur Terre, finalement. Hein. Eh bien, aujourd'hui, dans l'Anthropocène, il faut reposer ces questions-là, les reposer très profondément. Et là où Kant disait, finalement, qu'il suffit de se servir de son entendement intelligemment pour être sur le chemin du progrès, non, ça ne suffit plus. Hans Jonas avait déjà dit
que ça ne suffisait plus et qu'il fallait, il fallait compléter la formule de Kant par « agis de telle sorte que ce que tu fais soit compatible avec les conditions d'une vie authentiquement humaine à long terme. Hein. Excusez-moi, il le dit mieux que ça. Pour les générations futures, oui, d'accord ? Et moi, je dis autre chose. Jonas raisonnait en termes d'éthique et il raisonnait en termes d'heuristique de la peur. Je ne pense pas que ce soit la bonne... Jonas est très très profond, hein, il n'y a pas de doute à ce sujet. Et moi, je dirais plutôt, maintenant, surtout pour les entreprises qui sont devenues si puissantes aujourd'hui, raisonne de façon à ce que tes stratégies soient parfaitement transparentes. Voilà ce que je dirais. Transparentes. Transparentes pour qu'un débat honnête puisse s'engager sur les orientations stratégiques qui doivent être prises ou pas prises. Et donc, orientations stratégiques qui ne doivent pas être justement de l'ordre d'une stratégie sacrificielle. Alors, est-ce que tu pourrais nous préciser un peu ce que tu veux dire par là ? Tu en as parlé tout à l'heure. Mais j'en ai dit deux mots. Oui, mais je crois que ce qu'on appelle l'humanisme aujourd'hui, la rationalité... Survivaliste aussi, tu en prends le mot. Oui. Voilà. Eh bien, abouti, tout le monde parle d'anthropocène. Je crois qu'il faut aller plus loin. Nous sommes dans ce que j'appelle, moi c'est le chapitre numéro 1, l'entonnoir anthropocène. L'anthropocène n'est pas une photo. Tu devrais peut-être expliquer pour certains le mot anthropocène, ou est-ce que c'est... Je dis en deux mots, oui. L'anthropocène, je crois que tout le monde maintenant le sait, mais enfin c'est vrai, je peux essayer de le reformuler. C'est la prise de conscience. Le mot a été prononcé pour la première fois le 17 février de l'an 2000 à Cuernavaca dans un colloque de géophysique. D'accord ? L'anthropocène veut dire que c'est la prise de conscience du fait que c'est l'humain, sa démographie et son industrie qui est devenue la force la plus importante capable de faire évoluer les équilibres de la biosphère. Plus importante que l'attraction de la Lune, plus importante que les marées, plus importante que le volcanisme. On est tellement nombreux et puissants que c'est maintenant l'humanité qui influe sur l'avenir du globe terrestre et de ses équilibres. Donc quand on comprend ça, me semble-t-il, ça doit aboutir à abandonner cette histoire du progrès aveugle qui nous emmène vers ce rôle qu'on ne doit pas jouer. Parce que finalement, la pensée rationnelle est un projet de domination qui tourne mal, qui tourne très très mal. Plus on domine, plus on devient puissant et plus on est faible. C'est dans ce sens-là qu'on peut parler de sacrifice. Oui, c'est dans ce sens-là, effectivement, qu'on peut parler de sacrifice. Parce que dans mon premier chapitre, je ne parle pas d'anthropocène, je parle d'entonnoir anthropocène. Parce que les gens qui parlent d'effondrement, qui parlent d'anthropocène, ils le voient d'une façon statique, me semble-t-il. Et ça pose problème. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que l'anthropocène et les crises environnementales ne sont pas un dérèglement passager. Pas du tout. Ce n'est pas une civilisation qu'il faut corriger à la marge, qui nous remettra sur le bon chemin. Non. C'est l'excès de fonctionnement, l'excès de réussite de la pensée, de notre pensée dominatrice, occidentale, qui aboutit à ces dysfonctionnements-là. D'accord ? Donc l'anthropocène n'est pas une photographie comme ça. C'est un entonnoir dans lequel nous continuons tous les jours de chuter jusqu'à amoindrir, épuiser les ressources du vivant, donc les nôtres. Et donc c'est ça qui est sacrificiel. Voilà. Et il est même sacrificiel de ne rien faire. Il suffit qu'on continue à vivre comme on vit aujourd'hui pour descendre dans cet entonnoir anthropocène. Voilà. Et le survivalisme, alors, tu le mets... Eh bien, tu le comprends oui. Bonne question, c'est vrai. Parce que j'ai un gros développement là-dessus, j'y tiens. Bon, j'y tiens parce que ça va faire débat aussi. À quoi ça pourrait aboutir ? On a pensé que depuis la Renaissance, que l'économie, le libéralisme allait aboutir finalement au lieu de se faire la guerre, nous allons nous faire gentiment une concurrence, petite concurrence économique, et la vie sera paisible comme ça. Et finalement, c'est faux. C'est faux. Ça aboutit, comme le dit Sloterdijk, à la mobilisation totale des ressources, et finalement, tout ça va se terminer en carnage si on ne prend pas un virage sérieux dès aujourd'hui. Je le vois déjà aussi beaucoup dans les entreprises. Maintenant, beaucoup de stratégies d'entreprise sont des stratégies d'accaparement des ressources. D'accaparement de ressources. Et donc, ce survivalisme, c'est quoi ? Ça devient la politique officielle. Aujourd'hui, on pourrait appliquer ça à des gens que vous connaissez très très bien et qui sont présidents de République ou patrons de grandes entreprises aujourd'hui. En fait, ma responsabilité,
président d'un pays et d'assurer le meilleur niveau de vie possible de mon pays, quoi qu'il arrive pour le reste du monde. Ça devient la politique officielle. Un jour, au GREP, on avait invité, c'est Cohen, je crois, qui avait dit ça comme ça. Il avait dit, ça m'avait frappé. Jusqu'en 1980, on peut considérer que les dirigeants dans les démocraties libérales avaient un fond de pensée paternaliste. Il n'en est plus rien depuis les années 80, il n'en est plus rien. C'est un fond de pensée belliqueux qui vise à défendre ses propres intérêts, ou ceux de sa famille, ou ceux de son clan. C'est ce que tu appelles le survivalisme. C'est ce que j'appelle le survivalisme. Comme si on était menacé, comme si... Nous sommes, à mon avis, menacés. Ça devient la politique officielle de la Russie, de l'Ukraine, de la France, des États-Unis, des entreprises. Je pense que c'est ça, en dernier ressort, qui permet les arbitrages aujourd'hui. Personne ne peut, à mon sens, résister à ça. Et je ne crois pas qu'il faut se réfugier derrière l'idée qu'un gouvernement mondial pourrait bientôt apparaître. Parce que je ne crois pas, mais on pourra en discuter, c'est compliqué. Un gouvernement mondial, s'il apparaissait, ne résoudrait pas ces questions-là. C'est la raison pour laquelle j'essaye de mettre en place une table des situations stratégiques, comme je le dis, qui permet un dialogue direct. C'est finalement un renouveau de la démocratie. Enfin, oui, voilà. Tu l'as lu comme ça, oui, je l'ai lu comme ça, oui. Alors, on en parlera tout à l'heure. On essaie de progresser un peu à l'intérieur du livre d'abord. Donc, le progrès du progrès. Est-ce que tu voudrais développer sur cette idée lorsque tu poses justement l'idée ou l'esquisse de l'espérance comme un progrès du progrès? Oui. Ça me fait penser à Edgar Morin, tu vois, ces formulations. Mais c'est ça, la notion de métamorphose d'Edgar Morin, je pense, a dû m'inspirer directement ou indirectement, je ne sais plus, mais oui, c'est sûr. Le progrès du progrès, pourquoi? Parce que dans ce tableau que je dessine, dont on pourrait penser qu'il est noir, mais il n'est pas noir du tout, je ne pense pas qu'un excès de lucidité est très sombre. Non, c'est l'inverse. Je trouve que c'est la condition pour trouver une capacité de rebond. Bon. Je ne vise pas des retours en arrière. Je vise une prise de conscience, tout simplement, des plus et des moins, avec de nouvelles capacités d'arbitrage, pour faire la part des choses entre les progrès qui seront bénéfiques et ceux qui deviennent néfastes. C'est ça ce que je veux dire. L'espérance, c'est ça. C'est la capacité de faire la part des choses dans tous les progrès que nous sommes capables de faire, entre ceux qui seront bénéficiaires à long terme et ceux qui sont plus menaçants pour la pérennité de l'existence humaine. Oui, voilà. D'accord. Ok. Alors, sans viser, je le répète. Ah oui, parce que je pourrais dire aussi que je suis très influencé par beaucoup de monde, et y compris par Norbert Elias et par la notion de processus de civilisation de Norbert Elias. Je ne veux pas lui faire dire à Norbert Elias, qui est mort il y a quelques années, je ne veux pas lui faire dire des choses qu'il n'a pas dites, mais quand même. Je suis assez imprégné de son idée de processus de civilisation. Je pense que même dans le tableau noir qu'on doit décrire si on ouvre les yeux aujourd'hui, ce n'est pas forcément le terminus, ce n'est pas la fin de l'histoire. Des métamorphoses sont possibles. Je parle de cristallisation, moi. Norbert Elias ne parle pas de cristallisation, mais je reprends son idée de processus de civilisation, et je pense que la culture de l'espérance, la stratégie de l'espérance que j'appelle dans mes voeux, est une nouvelle forme de cristallisation d'une nouvelle étape dans un processus de civilisation. Après le progrès, l'espérance. Je ne suis pas très satisfait de ce terme espérance, mais je n'ai pas trouvé autre chose, d'accord ? Et j'inscris ça dans les processus de civilisation de Norbert Elias. Et donc ce serait, dans mon esprit, une nouvelle étape dans le processus de civilisation occidentale qui est devenu aujourd'hui planétaire. D'accord. Alors, je voudrais aussi te poser cette question. Tu parles de la politique d'autonomie des Lumières qui pourrait être un des paramètres de l'effondrement. Alors, je ne sais pas si je le dis comme ça. Je l'ai compris comme ça, ouais. Peut-être je l'ai mal compris. C'est ce que je disais sur l'émancipation tout à l'heure, Oui, parce voilà, que ça fait pas longtemps que j'emploie ces mots-là. Dans mes précédents livres, je ne l'employais pas. Je pense que l'émancipation au sens des Lumières, l'émancipation, c'est-à-dire l'affirmation d'individualité de plus en plus autonome et de plus en plus détaché du vivant et du monde, ce modèle-là, ce modèle de développement
de l'humain n'est plus valable. Il faut plutôt viser un enracinement, me semble-t-il, qu'une émancipation. Enracinement dans la terre alors Dans la terre, dans la terre, je ne sais pas, dans le vivant en tout cas, Oui, c'est sûr. Il faut voir les innovations, je dis parfois de temps en temps, comme des bouturages sur le vivant, plutôt que comme des victoires pour mater le monde là où ça coince. Et donc, alors pour aller plus loin dans cette direction-là, on pourrait penser que c'est une régression, se dire « Ah mince, je dois cesser de rêver de m'émanciper ». Pourtant, m'émanciper, je me rapprochais du ciel, je m'éloigne des difficultés quotidiennes, des saisons, de la crasse sur terre. Et non, finalement. Je propose, j'ai des pages là-dessus, en tout cas j'ai mis longtemps à les écrire, je ne sais pas si elles sont bien ou pas. Je propose de considérer que l'augmentation de l'homme, de l'humain, la nouvelle perspective d'augmentation, elle n'est plus liée au progrès technologique, aux puces que je vais pouvoir me mettre dans le cerveau ou aux lunettes qui pourront me permettre de voir plus loin. Je pense que la responsabilité prospective peut être la colonne vertébrale d'une nouvelle conception de l'augmentation de l'humain au cours de sa vie sur Terre. Un enracinement et une responsabilité prospective à l'égard du monde environnement, du monde environnant, et peut-être la future source d'une augmentation de l'humain dans un sens tout à fait nouveau. Pas du tout. Il ne s'agit pas du tout d'aller sur Mars, pas du tout de se mettre des capteurs dans les oreilles pour augmenter mes facultés sensorielles. Non. Peut-être qu'on devrait raisonner en termes de responsabilité prospective et d'enracinement. Une vie réussie pourrait être celle dans laquelle je suis responsable nouvellement de mon environnement et je suis responsable de transmettre aux générations d'après un morceau de cet environnement en capacité de fonctionnement correcte pour les générations qui suivent. Donc plutôt dans l'horizontalité. Plutôt dans l'horizontalité. Plusieurs auteurs parlent de l'horizontalité. Oui, je parle plutôt d'enracinement, oui. Plutôt au sens où Simone Weil, en 1930, a écrit quelques pages, mais malheureusement un peu lapidaires sur la question, mais il me semble qu'elle avait cette intuition-là, qui est notamment la première page de son livre sur l'enracinement. J'ai dû lire 100 fois cette première page-là. Mais bon, je ne veux pas lui faire dire non plus ce qu'elle n'a pas dit, hein, mais je pense que le livre de Simone Weil sur l'enracinement peut nous mettre sur la piste d'une réflexion nouvelle, complètement nouvelle, pour redistribuer les rôles et responsabilités de l'humain dans le monde. Donc c'est là on arrive à la redirection stratégique. Donc Alors, qui est vraiment voilà. Ce que j'appelle redirection stratégique, effectivement, c'est l'usage de cette table des situations qui conduit, devant toute décision politique ou stratégique, à se poser une quinzaine de questions, 18 là aujourd'hui, 18 questions, qui permettent de rediriger stratégiquement des prises de décision dans un sens qui ne sera pas destructeur pour le monde. La redirection stratégique, c'est ça. C'est faire en sorte que les progrès collectifs, notamment dans le monde des entreprises, puissent être orientés avec de nouveaux débats, une nouvelle clarté, une grammaire et un vocabulaire unifiés pour que toutes les parties prenantes et la société civile puissent comprendre ce qui se passe, exprimer son point de vue sur la question. Alors, il est certain, je le sais, puisque je me le suis déjà fait prendre dans la figure, il est certain que ça ne va pas être facteur de croissance et que le PIB ne va pas faire plus 10% en se servant de cette table des situations. Mais on s'en moque, se développer rapidement dans un monde où l'anthropocène nous guette dans un entonnoir anthropocène, si on ralentit, ce n'est pas grave du tout, je pense. Peut-être que c'est grave pour certaines parties du monde qui sont dans le besoin, mais pour nous, je pense que ralentir n'est pas notre sujet majeur. Parce qu'effectivement, réfléchir comme ça va plutôt occasionner un ralentissement qu'une accélération du développement. Oui, justement, explique-nous alors cette notion de table, TSSA. Donc, ouais, j'appelle ça. Alors, moi, j'appellerais ça un outil. Enfin bon, oui, c'est un outil. ça fait partie des outils que tu proposes
pour cette redirection stratégique. Est-ce que Ouais. tu pourrais vraiment Par exemple, revenir sur cette idée? Oui. la philosophie de l'action dont je parlais, qui est la deuxième partie de ce livre, d'accord, qui vise à concevoir l'innovation d'une façon différente, qui vise à se développer d'une façon différente, qui vise un vivre ensemble organisé différemment, peut-être plus vers la responsabilité que vers l'émancipation. Comment ça peut se traduire concrètement quand je suis en train de fabriquer des voitures, de fabriquer des trains, d'extraire du pétrole, et il ne faut pas négliger ça, il ne faut pas du tout négliger ça, bien sûr, les entreprises ne peuvent pas s'arrêter de fonctionner. D'ailleurs, les entreprises, je suis très critique, mais je suis très amoureux des entreprises. Pourquoi ? Quand on dit que dans ce monde, il n'y a plus de grands récits, il n'y a plus de capacité de produire du politique, il n'y a plus d'institutionnalisation. C'est un peu faux. Les entreprises sont une façon magnifique, dans un sens, si elles ne faisaient pas de bêtises, de s'organiser collectivement et de fabriquer, de faire des projets communs. D'accord ? Donc, à mon sens, je ne lutte pas contre les entreprises. Je lutte contre le fait qu'elles ne sont pas responsables de ce qu'elles font aujourd'hui. Et donc, ben oui, elles ne sont pas responsables parce que le droit n'a pas été fait pour ça. Le droit des entreprises, il a été conçu à une époque où les entreprises étaient toutes petites, on ne parlait pas du tout de limites planétaires, on ne parlait pas du tout de projets dangereux, on parlait de mutualiser des efforts pour aider quelques-uns à faire des progrès et à se mettre ensemble, à travailler ensemble et à prendre des risques. D'accord ? C'était ça. Bon, ce n'est plus... On n'a plus besoin de ça aujourd'hui. On n'a plus besoin de subventionner des entreprises pour faire des disruptions dont on ne maîtrise pas les conséquences. Nous sommes beaucoup trop nombreux et beaucoup trop massivement présents dans la biosphère pour continuer à jouer à ça. D'accord ? Voilà. Donc, la redirection stratégique, c'est une nouvelle conception de ce que pourraient faire les entreprises et les gouvernements, en ayant pris conscience des limites planétaires, en ayant pris conscience des dangers inhérents à la disruption. C'est-à-dire, à mon sens, il faut plutôt que viser la disruption, on doit viser la métabolisation. Plutôt que de viser des innovations qui nous emmènent sur des terrains qu'on ne maîtrise pas, il faut viser des innovations qui vont pouvoir être métabolisables par le tissu, notamment du vivant. Et là, il y a des progrès encore qui restent faisables. Weber, je ne sais plus comment c'est son prénom, Baptiste Morisot, Corinne Pelluchon disent des belles choses à ce sujet, des belles choses à ce sujet, d'accord ? Mais ils sont loin, eux, des problématiques de prise de décision politique et d'entreprise. Donc, dans un sens, j'essaye de formuler ça dans un langage accessible aux parties prenantes dans une entreprise, dans des gouvernements, pour servir de soutien pour faire la colonne vertébrale d'un système de décision. Donc cette table, ça serait ça. Comme une institution. C'est un outil. C'est un outil, mais qui aboutirait. Qui pourrait aboutir à de nouveaux droits. De nouveaux droits, mais aussi de nouvelles manières d'instituer des règles, des actions au niveau international. Oui. En l'absence d'un gouvernement mondial, parce que je ne pense pas qu'un gouvernement mondial pourra apparaître comme ça dans les 2-3 décennies qui viennent, je ne crois pas. Et pourtant, moi qui travaille dans le monde des entreprises, je sais qu'il y a beaucoup de normes, et des normes qui fonctionnent, des normes qui sont respectées par tout le monde, au niveau mondial. Donc le monde peut un peu fonctionner avec des normes. Le problème, c'est que ce sont des normes qui sont non responsables, au sens où je l'entends aujourd'hui. Par exemple, les normes REACH dans le domaine de la chimie, les normes IATA dans le domaine de l'aviation, les normes IFRS dans le domaine de la finance, sont des normes qui font fonctionner le monde correctement. Il y a une certaine discipline et ça fonctionne. Bien sûr, il y a de l'exode fiscal, bien sûr, mais ça fonctionne quand même. Le problème, c'est que ces normes-là ne résonnent pas sur la base d'une appréciation de l'état du monde. Le GIEC, peut-être. Alors voilà, peut-être que le GIEC pourrait être... j'en parle beaucoup et je reconnais que c'est un gros progrès. Le problème, c'est que ça parle du climat, le GIEC. Voilà, ça parle du climat. Et c'est bien. En 30 ans, mine de rien, le GIEC est né 35 ans maintenant, le GIEC est né en 1988, de gros progrès dans la capacité de discuter à 500
500 scientifiques sur un sujet, à produire une étude, à la traduire dans diverses langues, des études qui font foi quand même, hein, qui sont respectées. C'est un progrès. Oui, tout à fait, c'est un progrès. C'est un progrès. Les normes ISO également sont inspirantes. Les normes ISO, les normes qualité, ISO, International Standard Organization, qui sont respectées par beaucoup de monde, en Chine, comme aux États-Unis, comme en France, d'accord, qui représentent quelque chose. Eh bien voilà, cette table-là, ce serait une sorte de normes, mais qui intègre les questions stratégiques et qui intègre la question, non pas de gagner contre le concurrent, mais la toile de fond, c'est l'état du monde. Et donc cet état du monde serait perçu de manière démocratique. Oui, puisque cet outil-là, il est tout autant à disposition des gens qui prennent des décisions que des parties prenantes ou que de la société civile pour pouvoir questionner et engager des débats et des controverses avant prise de décision. Ce qui est capital, me semble-t-il, c'est d'éviter que des décisions qui engagent l'avenir du monde soient prises en catimini par 2-3 personnes sans débat public. C'est essentiel. Après, si le débat public n'arrive pas, voilà, j'essaie de servir à ça. Oui, oui. Donc du coup, c'est comme alors ce que j'ai vu, c'est cette démocratie qui revient en force. Donc alors que lorsque je lisais ton livre, tu mettais en question l'émancipation, les droits, etc. Mais bon, jusqu'où il va aller? Et puis finalement, la démocratie qui revient en force pour soutenir en fait ces diverses actions qui pourraient changer, transformer le monde, le monde pour qu'il devienne justement. Oui, parce que je dois écrire quelque part là, il suffit pas d'avoir raison. Je suis pas un philosophe qui parle aux philosophes, même si tu es philosophe. Je suis un philosophe qui parle aux décideurs plutôt. Hein. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ah oui, c'est. J'avais déjà trouvé bizarre parce que quand j'ai parlé de cette table la première fois, quand j'ai passé ma thèse, un des membres du jury était venu me voir après, m'avait dit, mais monsieur, c'est une thèse de philosophie politique. Ça m'avait surpris. Et maintenant, je comprends mieux, c'est vrai, que je l'assume. À l'époque, je ne l'assumais pas. Voilà. Et effectivement, je veux boucler sur du politique ou du stratégique, ça veut dire un peu la même chose. Hein. C'est l'ambition. Alors, mais je crois que je voulais te demander quelque chose par rapport à voilà. Alors, où est-ce que comment développer le rapport entre la responsabilité prospective et la diminution du taux d'entropie. Est-ce que ça te semble... Non, je n'ai pas dû dire ça. Ce sont deux choses très importantes pour moi, mais je ne les ai pas formulées comme ça, parce qu'il n'y a pas de relation directe entre la responsabilité prospective et la... Non, je pense que l'entropie est une loi extrêmement importante. Hein. De toute façon, rien ne gagne contre l'entropie. Hein. On a plutôt intérêt à comprendre comment elle fonctionne. Mais c'est fou de constater, ça fait pas longtemps que j'ai constaté à quel point l'ensemble de la pensée économique est hors entropie, est hors sol, complètement hors sol. C'est fou. On raisonne en termes de flux et non pas de stock. C'est une folie complète. Alors c'est vrai que du point de vue économique, j'ai déjà pris des critiques à ce sujet. C'est vrai que peu d'économistes ont trouvent grâce à mes yeux, sauf peut-être les physiocrates, mais j'en parle pas trop parce que ça mériterait plus. Mais sauf Polanyi et Georges Escorogan, qui me semblent représenter tout un courant extrêmement solide sur lequel on peut s'appuyer pour renouveler la pensée économique. Selon Polanyi, pour faire en sorte que l'économie réintègre le politique, et selon Georges Escorogan, dans le respect des règles de l'entropie. De toute façon, on ne gagnera pas contre l'entropie, donc il vaut mieux la comprendre, faire avec et faire des métabolisations, des activités qui ne posent pas... Parce que l'activité économique en soi est génératrice d'entropie. Elle est génératrice d'entropie. Elle est accélératrice d'anthropocène, si on veut. Donc il faut le comprendre pour faire en sorte que cette accélération soit le moins rapide possible. Voire même que certains processus d'exosomatisation, je renvoie à Bernard Stiegler et à ses études, c'est vraiment bien dommage qu'il soit décédé accidentellement parce que c'est un sujet capital sur lequel
Aucune personne n'est encore allée derrière lui, je trouve. Après, je ne connais pas tout le monde quand même, mais de façon très, très importante. Mais c'est un sujet terriblement important. Et voilà. Merci. Alors là, il nous reste à peu près une demi-heure. Est-ce qu'on pourrait donner la parole au public, peut-être C'est toi qui décides, oui. C'est toi la chef. Il me semble que c'est le moment, en tout cas. Donc, si des personnes ont des questions. Oui, alors. Oui, bonsoir à vous, merci pour cet exposé et merci pour faire un petit coucou à Jean-Pierre là, du monde diplomatique. Vous parlez beaucoup d'anthropocène, mais de plus en plus de penseurs, dont Isabelle Stenger, que vous avez nommée tout à l'heure, parle de capitalocène. Et je pense que c'est beaucoup plus vrai que anthropocène. Parce que c'est quand même les capitalistes qui, depuis l'avènement de la machine à vapeur, qui ont détruit la planète et continuent à détruire. Mais vous refusez d'utiliser ce terme. Pourquoi ? Je ne le refuse pas. Je ne le refuse pas, c'est vrai qu'il pourrait très bien convenir. Il y en a un autre qui me conviendrait encore mieux, peut-être que capitalocène, c'est mégalocène. Mégalocène, mégalomanie. Et il y en a d'autres. Non, c'est pas tellement. Non, je voudrais pas perdre. Je suis d'accord sur le fait que c'est le capitalisme qui est le grand accélérateur de toutes ces dérives. Mais il n'est que le symptôme, selon moi. Il n'est que le symptôme. Parce que la pensée occidentale, la rationalité occidentale serait destructrice, me semble-t-il, même si le capitalisme avait évolué un petit peu différemment. Le problème du capitalisme, le plus important, c'est l'accroissement des inégalités à l'échelle du globe qu'il a engendré. Je ne crois pas qu'il suffirait de couper la tête à tous les capitalistes pour que ça change réellement la donne, tant qu'on conserve la même rationalité, qui était préexistante au capitalisme, me semble-t-il. Mais je suis bien au courant des dizaines de livres sur le sujet, Capitalocène. Andreas Malm a écrit des choses importantes là-dessus. Isabelle Stengers, oui. Ouais. J'avais deux questions. La première, concerne votre. Je vous remercie d'abord pour cette vision de l'anthropocène. Et dans la description que vous en proposez, il me semble que l'outil arme, en fait, se situe entre le langage et l'agriculture, qui a permis de détruire la plupart des gros mammifères, serait une dimension que j'aurais vue dans laquelle j'aurais vu une bonne position par rapport aux autres étapes que vous avez décrites. Oui, je comprends. Les armes ou le feu ou le langage, il s'est noué quelque chose là avant le néolithique dont j'ai parlé. Et si vous voulez, c'est mon défaut de compétence à ce sujet qui veut que j'en parle pas. Enfin, le fait qui est très marquant, c'est quand les humains ont conquis, entre guillemets, colonisé l'Amérique, en un millénaire, ils ont détruit tous les gros mammifères qu'il y avait. Donc c'est quelque chose qui est très radical. Et bon, voilà. Mon autre question, c'était, est-ce que dans les deux grands schémas d'organisation humain, la pensée occidentale, à supposer qu'il y en ait une, et plutôt la pensée asiatique orientale, est-ce qu'il y en a une qui serait, entre guillemets, avec laquelle on pourrait un peu plus faire confiance pour une organisation mondiale? Alors, j'en parle pas dans ce livre, mais depuis qu'il est sorti, depuis que j'ai fini de l'écrire, je viens de découvrir tout ce qu'on appelle Xiangxia. Cette conception chinoise qui date de 3000 ans avant Jésus-Christ et qui peut se traduire en français par « tout sous le même ciel » et qui était une façon d'envisager l'économie, d'envisager la technique, d'envisager le politique en pleine responsabilité de ce qu'on fait et de ne jamais externaliser, comme l'a fait l'Occident, ses problèmes écologiques et ses problèmes de ressources. Alors, je ne sais pas, parce que l'auteur que je viens de découvrir, Zhao, il a un nom impossible à prononcer, donc Zhao, je ne sais plus comment, un nom à coucher dehors, et je viens de découvrir ça, et vous me posez cette question-là, je suis en train de travailler cette question-là. Ce monsieur-là a écrit un livre avec Régis Debray, un autre avec Alain Le Pichon, et je vois quelqu'un qui hoche la tête, vous connaissez peut-être ce sujet, et ça ouvre des perspectives, ça dynamise votre question, monsieur. Je ne suis pas capable de répondre définitivement, mais en tout cas, plusieurs études d'historiens me conduisent à penser qu'il s'est passé en Chine
2, 3, 4 000 ans avant Jésus-Christ, avant la Grèce, avant le monothéisme, il s'est passé des choses importantes qui méritent d'être ressorties et réfléchies. Et notamment ce fameux système Xiangxia, qui est de conception de l'activité humaine comme devant respecter l'ordre du ciel, comme ils disent, est extrêmement importante. Et peut-être, je ne veux pas m'avancer trop rapidement, mais en tout cas, moi, je travaille là-dessus en ce moment. Oui. Merci Jean-François. D'abord, je vais commencer par dire que je suis impressionné quand même par le livre. Je ne l'ai pas lu complètement, j'ai survolé. Et je suis impressionné par les références, par la culture qu'il peut y avoir derrière ce livre et qui t'a conduit à effectivement écrire ce bouquin dont, par ailleurs, je partage beaucoup des points de vue qui sont dedans. Alors, ma question, elle tourne autour de... par contre, on peut dire que c'est un pavé qui va être sans doute assez indigeste à lire, il faut bien le dire. Et c'est ce qui me fait penser à un autre auteur qu'on a eu il n'y a pas très longtemps au GREP, là, à laquelle tu étais présent, c'est Attali. Donc, qui parle de l'économie de la vie et l'économie de la mort. Et je trouve que ce que tu décris, quelque part, il y a quelques idées qui sont assez proches l'une de l'autre, sachant que lui, il a un gros avantage, c'est qu'il a écrit 50 bouquins qui font chacun 100 pages à peu près, tous très faciles à lire. Mais cette idée-là et le message que tu donnes aussi du progrès, et je pense que effectivement avoir ce genre de formule, lui c'est économie de la vie, ça peut être intéressant pour simplifier, pour mettre en évidence des idées profondes, effectivement. Oui, c'est vrai. On l'a accueilli il y a un mois, là. Il a dit des choses intéressantes là-dessus. En revanche, il part de la base, je ne suis pas d'accord avec la base de sa réflexion quand il fait des étapes importantes, les villes-mondes, je ne sais plus comment il les appelle. Là, ça ne me parle pas du tout. Florence, Boston... non, Braudel me parle plus. Mais la façon dont Attali reprend ça, je ne sais pas pourquoi. Ça ne me paraît pas être une base... Mais c'est vrai que la dernière fois qu'on l'a interviewé, j'ai bien compris ce virage qu'il prenait, qui est très intéressant, ce qu'il appelle l'économie de la vie, effectivement. Ouais. Moi, je voudrais rebondir sur le terme espérance. Et donc, finalement, à un moment donné, il y a eu une sorte d'opposition entre le principe de responsabilité de Jonas et le principe d'espérance de Bloch. Bloch qui était un intellectuel marxiste, etc. Et je trouve que ta démarche, elle essaie de faire... Elle se faufile entre cette espèce d'opposition. Cette opposition à la grecque n'est pas la tienne. Je trouve que la tienne, elle serait plutôt une sorte de se faufiler dans finalement une façon, comme les intellectuels chinois, c'est-à-dire on essaie de remonter, de trouver le lieu où les choses coincent plutôt que de couper. C'est-à-dire, tu n'es pas un boucher platonicien, tu ne coupes pas comme ça, mais tu essaies de remonter. Et c'est pour ça que ce livre est une somme magnifique qui m'a donné une sorte de plaisir. Mais comme c'est une somme magnifique, ce n'est pas fini. Et donc, j'annexe une autre question, puisque le terme espérance ne te plaît pas, je pense qu'on pourrait te caractériser, et je peux le faire parce que nous sommes des amis du GREP, comme ici il y a beaucoup de gens, tu es une sorte de complice qui nous fait accéder à ce qui est possible, mais impossible transcendant. Ton histoire d'espérance, c'est une sorte de transcendance. Ce n'est pas une transcendance religieuse, ce n'est pas une transcendance politique, c'est une transcendance dans l'organisation d'une table de la loi avec un grand L, la loi.
Et donc, merci pour ça. Et je termine en disant, puisque le terme anthropocène est contesté, capitalocène et puis un mégalocène, on pourrait dire aussi, par un jeu de mots, anthropocène, parce qu'on est dans une phase d'entropie. Tu as cité les savants, Stengers, Prigogine, qui a travaillé avec Stengers, etc. L'entropie, ce sera toujours en décroissance. Et il faut accepter cette idée de décroissance qui est notre ADN universel. Oui, oui, oui. Comment faire monde? Oui, on me pose. Alors, il y a deux choses là. D'abord, l'espérance, je dois dire un mot. J'ai failli intituler ce livre Principe Espérance comme Ernst Bloch, mais Ernst Bloch n'est pas du tout une de mes sources d'inspiration. Je ne comprends même pas ce qu'il dit. C'est un autre monde. C'est dommage. Hein, comment il s'appelle? Hans Jonas a écrit son Principe Responsabilité en réponse à Bloch. Je comprends parfaitement Hans Jonas. Il vient d'un autre monde. C'est l'entre-deux-guerres, c'est le communisme. C'est pas mon. Et pour ce qui est de la transcendance dont tu parles, c'est vrai qu'il faudrait retrouver une transcendance dans la décroissance, pour ainsi dire. On pourrait le trouver. On pourrait le dire comme ça. C'est d'ailleurs Stigler qui parlait d'entropie avec un A. Hein, je pense que tu voulais le dire, entropie avec un A. Et on dit souvent, vous êtes décroissant, vous n'êtes pas décroissant. Mais la question, elle n'est pas là. Le monde entier est en décroissance depuis 1970. Depuis que l'humanité consomme davantage de ressources que le monde est capable d'en régénérer, nous sommes en décroissance. Nous le sommes. Ce n'est pas parce que quelques malfrats arrivent à tordre les chiffres pour faire croire, ou bien qu'une certaine petite partie de la population mondiale continue à accroître ses richesses, mais d'un point de vue global, l'espèce humaine, sapiens, n'est plus en croissance depuis un bon moment. Depuis un bon moment, me semble-t-il. Donc c'est vrai que cette idée, je ne le vois pas comme ça, mais c'est vrai que déjà c'est une espérance laïque. Hein, c'est une espérance laïque. Et la voir comme une forme de transcendance, c'est intéressant, parce que ça force à se poser la question de savoir que peut-on faire de bien et de grand, étant donné le petit univers dans lequel nous sommes coincés. Dans cette zone critique, dans cette petite pellicule qu'on appelle la zone critique et qui fait quelques dizaines de mètres sous terre et quelques kilomètres au-dessus de terre, c'est très petit ce filet dans lequel on doit mettre 8 milliards d'individus et toute leur technosphère et tous leurs appareils de toutes sortes. Comment faire en sorte qu'on y fasse des choses intéressantes? C'est ça la vraie transcendance, et elle est de trouver dans cette finitude de quoi faire de grandes choses. Et c'est, à mon avis, la notion de responsabilité prospective est une bonne colonne vertébrale pour voir à la fois nos actions individuelles et nos actions collectives et pour être le nouveau vecteur de l'augmentation dont je parlais, finalement. Bon, moi je voudrais revenir sur la question de la prospective des entreprises. Parce que justement, Bernard Stiegler, dans une conférence en 2015 sur les automatismes et la désautomatisation, je crois, avait parlé déjà en 2015 que les emplois, que les métiers allaient disparaître au niveau de 50%. Alors, j'aimerais savoir si les entreprises se posent cette question de l'automatisation et si les emplois disparaissent, quel sens, justement, cette production pourrait avoir? Alors, je ne me souviens pas que Stigler ait dit ça, parce que Stigler a beaucoup parlé du travail et de la façon dont ça bouge. Je ne crois pas qu'il a fait partie de... Oui, bon, peut-être c'est possible. Hein, mais en tout cas, il y a plein d'études. Oui, les entreprises se posent cette question de l'avenir du travail. Elles se la posent, oui. Mais à ma connaissance... Et beaucoup, il y a des études de McKinsey, de Boston Consulting Group qui disent que 47% des emplois vont disparaître avec la numérisation. Il y a plein de choses comme ça. Je ne sais pas si c'est très intéressant. De toute façon, il faut vivre entre la naissance et la vie et il faut avoir une activité. Ça s'appellera peut-être plus travail. Il y aura de l'automatisation. Moi, je rêve encore que certaines tâches délicates, difficiles, soient automatisées. Pourquoi pas ?
hein. Donc, il y aura des métamorphoses de la notion de travail, mais entre la naissance et la vie, il faudra toujours faire des choses intéressantes, si possible. Je ne sais pas où passera la frontière entre ce qu'on appelle travail et ce qu'on appellera activité privée. Je dis rien de définitif là-dessus, si vous voulez, parce que cette question du travail est piégeuse. Je ne l'ai pas assez travaillé pour en parler et dire des choses construites. Voilà. Merci pour votre analyse. Nonobstant, depuis 3 siècles, nous sommes en système capitaliste. Keynes, qui n'est pas le plus libéral de tous les économistes, a dit « à long terme, nous sommes tous morts ». C'est un système où le long terme n'intéresse pas. La minorité qui a les richesses sur le globe se moque de la minorité dont je fais partie. Elle vit, elle a ses richesses, elle a des milliards. Le reste, ils peuvent toujours crever. Donc, sans sortir du système capitaliste, comment pensez-vous que vos propositions, que je trouve très intéressantes par ailleurs, votre histoire de grammaire, etc., puissent être appliquées? Eh bien, il est très très bien le petit livre de Keynes auquel vous faites référence. Il est magnifique, hein. C'est un petit livre qui fait 40 ou 50 pages. J'aimerais avoir cette capacité. Mon prochain, j'espère qu'il sera petit s'il y en a un. Bon, eh bien justement, monsieur, la table dont je parle est une façon de reconsidérer les choix politiques et stratégiques. Pourquoi pas dans un ordre libéral? Moi, je suis libéral, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas. Je suis libéral. Je ne suis pas forcément capitaliste, mais je suis libéral. Et je suis d'accord avec cette idée que l'humain, même si j'aspire à plus de responsabilité prospective et moins d'émancipation, reste organisé comme quelque chose de libéral. Il me semble, en tout cas, c'est ce à quoi j'essaye d'aboutir, que le système de questionnement que je pose pourrait permettre de représenter la colonne vertébrale d'un monde qui fonctionne de façon libérale tout en étant responsable et tout en intégrant cette question du long terme dont Keynes avait fait, comment dire, un sujet intéressant. Mais il faut dire qu'à l'époque de Keynes, on était en 1940-50, la finitude n'était pas aussi présente qu'aujourd'hui, hein. Vous voyez, les limites planétaires n'existaient pas encore, on ne les percevait pas. Voilà. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais en tout cas j'ai bien en tête cette question-là et j'essaye d'y répondre dans mon bouquin. Ah oui, voilà. Alors cette espérance, bien sûr, elle est, à défaut d'être dans les idées, elle est en tous les cas une espèce d'élan irrépressible. On ne peut faire autre chose aujourd'hui que l'espérer. C'est une disposition irrépressible. Cependant, justement, au niveau des idées, elle flirte avec les ombres et les menaces d'un catastrophisme que l'on sent proche. Et ma question concerne justement la nature humaine. Cette nature humaine qui est quand même, puisque nous sommes à l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire cette spécificité qui est celle de la combativité démoniaque presque, ou sacrificielle en tous les cas, puisqu'on fait le sacrifice du vivant sur la terre, donc cette combativité aveugle qui est la nôtre, n'est-ce pas une disposition naturelle justement de notre espèce? Notre espèce, la psychanalyse l'a décrite comme étant éparpillée entre un conscient, une conscience et un inconscient, éparpillée également, ou en tous les cas perdue dans une conscience complètement hypertélique, monstrueusement développée pour notre espèce, cette conscience aussi qui nous divise, qui nous castre. Alors le terme lacanien, c'est diviser. Nous sommes castrés, nous dit Freud. Bref, nous sommes coupés de nous-mêmes par le langage, par la conscience qui fait de nous des sujets, mais en même temps les objets de notre sujet, etc. Nous sommes de nature très complexe et notre désir le plus éperdu, c'est de se rejoindre, de s'unifier, de s'adjoindre. C'est ce que Freud appelait l'homéostasie. Bref, d'être aussi tranquille qu'un caillou, ce qui est loin d'être le cas. Alors, le choix, l'avons-nous?
notre combativité, à défaut de nous réunir, de nous rassembler, de n'être qu'un en nous-mêmes, d'être des créatures pacifiées, le choix l'avons-nous? Peut-être pas. Nous combattons tout ce qui n'est pas à l'ordre de nous-mêmes. Tout ce qui n'est pas, tout ce que l'on peut, tout ce sur quoi nous pouvons vaincre, nous en entamons les combats et nous en conduisons les batailles. Alors, est-ce que c'est quelque chose de d'irrémédiable est-ce que notre nature peut changer à un tel point que nous puissions penser et agir autrement que nous ne le faisons aujourd'hui? Alors ma réponse est oui, et peut-être qu'elle est un peu idéaliste, et peut-être qu'il y a un positivisme que j'assume complètement dans cette idée-là. C'est là où je disais tout à l'heure que j'ai en tête le processus de civilisation de Norbert Elias, et je pense qu'il n'est pas impossible d'imaginer une nouvelle cristallisation d'un projet de civilisation qui envisage les choses différemment. Tout comme les 3 grandes étapes dont j'ai parlé, qui ont été des révolutions complètes dans la façon d'habiter le monde, eh bien, il est possible, il n'est pas impossible, me semble-t-il, que la conscience d'un destin planétaire et la meilleure compréhension de ce que représente le vivant représentent un socle sur lequel une nouvelle façon, une nouvelle rationalité va pouvoir cristalliser. J'appelle cristalliser, ce mot revient toujours. Je ne parle pas de métamorphose, je ne parle pas de bifurcation, je ne parle pas de révolution. Il me vient toujours ce mot de cristalliser. Cristalliser, comme il y a eu cristallisation à l'époque des Lumières, entre les aspirations au savoir, les aspirations à la richesse et les aspirations à l'émancipation, il y a eu cristallisation dans cette idée de progrès et de société. Il peut y avoir, me semble-t-il, une nouvelle cristallisation demain sur la base de ce dont je viens de parler, cette nouvelle conscience d'un destin planétaire commun qu'on n'avait pas. On n'avait pas ça en toile de fond. On ne l'avait pas. On l'a aujourd'hui. Et ça peut être, je pense, la toile de fond pour redessiner les choses. Et à l'aide de la raison, me semble-t-il. On pourrait en discuter. Je me suis déjà fait critiquer beaucoup là-dessus. Mais voilà. Enchaînement direct à propos de la raison. Tout à l'heure, tu as dit que la raison de l'homme était, malgré le capitalisme, même si le capitalisme n'était pas apparu, serait décadente, était décadente. Explique. Destructrice, pas décadente. Destructrice. Destructrice, c'est pas mieux. Oui, hein, alors c'est un sujet. J'ai répondu rapidement à monsieur, un peu rapidement à monsieur. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, j'ai vu des conférences à l'issue de laquelle on ne parlait que de ce sujet. Et c'est évidemment que le capitalisme est une chose qui a occasionné un virage terrible dans l'utilisation des ressources, dans le creusement des inégalités. C'est évident, c'est complètement clair. Il me semble quand même que c'est plus un symptôme qu'une cause, parce que la rationalité occidentale, dans la façon d'habiter le monde, avant même que l'industrie mette ce formidable coup d'accélérateur, il me semble qu'elle était déjà orientée vers la destruction du monde. Comme l'a dit monsieur tout à l'heure, dès que Sapiens a mis les pieds sur un continent, avant même qu'il y ait du capitalisme, il a ravagé la totalité des grands mammifères. Donc, quelque chose me fait penser que dans cette façon d'occuper le monde, il y a déjà, avant le capitalisme, un problème qui déraille, me semble-t-il. Oui, je reviens. Vous savez que Gilbert Simondon nous a instruit sur le mode de fonctionnement du capitalisme. C'est-à-dire que le capitalisme fonctionne par saturation. D'accord ? Donc, vous qui êtes consultant en président d'entreprise, comment vous faites pour faire passer l'idée d'espérance avec ce principe qui est bien ancré de saturation ? C'est vrai qu'avant de parler d'espérance, je faisais beaucoup plus de missions et je gagnais beaucoup plus d'argent que quand je parle d'espérance aujourd'hui. Ça, c'est clair. Quand je parlais comment faire pour se développer plus vite, voire pour faire de l'optimisation fiscale, j'avais beaucoup plus de succès dans les entreprises. D'accord ? Mais il y en a quand même quelques-unes qui, de façon confidentielle, acceptent de réfléchir, acceptent de commencer de prendre un peu l'anthropocène au sérieux. Elles le font de façon confidentielle. Une entreprise du CAC 40 ne peut pas dire publiquement qu'elle s'intéresse à ces questions-là. Voilà. Donc non, je ne peux pas vraiment dire que ce n'est pas la loi de fonctionnement aujourd'hui. J'espère que ce sera la loi de fonctionnement de demain. Voilà tout ce que je peux dire. Tout ce que je peux dire. Oui, je reviens sur ce qu'on a parlé
nous avons parlé à propos des Attali. Et effectivement, bon, il a fait beaucoup des études, des analyses concernant l'évolution de l'histoire de l'humanité. Mais l'autre jour, dans la conférence, il a été bien clair. Quand on a demandé la suite, il a dit que la solution, c'était les marchés. Une façon, disons, un peu cachée de dire que la solution, c'était le capitalisme, quoi. Donc, on revient à Adam Smith. Et la divergence par rapport à toi, c'est que tu nous proposes cette table qui nous remplit d'espoir. Et c'est justement l'introduction à ma question. Dans les langues latines, le portugais, l'espagnol, l'italien, il y a ce mot « espérance », la chrétienté, il s'est approprié de ces mots pour les coller avec les vertus, la foi, l'espérance et la charité. Or, ils arrivent, les Français, et ils inventent un mot nouveau qui n'existait pas dans les autres langues latines, que c'est l'espoir. Et vous justement, l'espérance, l'espoir, enfin peut-être ça sonne un peu à Malraux, mais pourquoi tu nous parles d'espoir? Pourquoi on ne parle pas d'espoir au lieu d'espérance? Espérance, moi ça me gêne. Et la deuxième question, c'est... je vais taper sur les économistes, je vais défendre d'abord les économistes pour ensuite mieux les taper. Engels, il avait fait un livre extraordinaire, La dialectique de la nature, dans lequel il commence déjà à parler de ces problèmes. Bien sûr, son copain Marx, il était très occupé avec les capitales, avec le travail. Il n'a rien voulu savoir de ça. Et cette histoire, donc, Keynes, par la suite, comme disait tout à l'heure mon voisin, il a tout cassé en disant que, à long terme, nous serons tous morts. Or, ton premier livre, il parle des courts termes. Est-ce que cette histoire des courts termes et long terme, est-ce que tu n'as pas fait un pont? Je n'ai pas lu ton livre encore. Est-ce que tu ne peux pas faire un pont, ou est-ce que tu fais un pont entre cette notion de court terme, long terme, et cette histoire d'intégrer la nature dans cette analyse, dans cette table? Alors, dans tout ce qui a été dit là, je retiens 3 points. Déjà, au sujet de Jacques Attali, justement, l'autre fois, si je me souviens bien, ceux qui étaient là pourront me corriger, il a dit, c'était très intéressant, hein, mais il y a quand même une grosse contradiction. Il nous dit que si rien ne bouge, dans 30 ans, c'est terminé, les conditions d'existence seront catastrophiques, il me semble qu'il a dit ça. Il a dit aussi qu'il faudrait attendre un gouvernement mondial pour que ça aille mieux, mais qu'un gouvernement mondial ne pourrait pas voir le jour avant minimum un siècle. Il me semble avoir retenu ça. Donc il y a là, on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un trou dans cette affaire. Et ma table, elle vise à essayer d'occuper ce trou et de faire en sorte qu'un dialogue et des décisions puissent se prendre avant qu'un gouvernement mondial apparaisse, parce que je ne sais pas s'il en apparaîtra un jour. Voilà. Et on sent bien que quand même maintenant, on a des échéances de court et de moyen terme qui nous menacent et il faut bien faire quelque chose. Voilà. Donc j'essaye d'occuper cet espace. Voilà. Première réponse. Deuxième, non, j'utilise pas le mot espoir parce que j'ai pas spécialement d'espoir. Mon livre ne livre pas d'espoir. Il parle d'espérance. C'est une disposition d'esprit dans mon esprit. Gaston Berger parlait d'attitude prospective. Je suis dans le prolongement de ça. Je propose une méthode et je propose une rationalité. Je propose une attitude d'esprit. L'espoir, ça sera à vous de le trouver, moi je ne sais pas. Mon livre ne parle pas du tout d'amour, de spiritualité, d'art. D'accord ? C'est là qu'il faut voir l'espoir. Moi je parle, moi, d'une rationalité, je parle d'une disposition d'esprit. Et troisièmement, court terme, long terme. Court terme, long terme. La prospective, disait Daniel Innerarity, est une loupe pour une civilisation devenue myope.
Et c'est profondément vrai. La prospective, au sens où, c'est-à-dire la modélisation, l'informatisation, le calcul, est une loupe pour une société devenue myope. Et donc, je n'attends pas des mathématiques et des courbes et de la modélisation la réponse aux questions que l'on doit trancher aujourd'hui. D'accord ? Je n'attends pas ça. Je vois plutôt qu'il faudrait totémiser le long terme. Arrêtons de penser que la science et que l'économie pourra être corrigée pour nous faire réenvisager les enjeux de long terme. Non, ça me semble, cette rationalité étant ce qu'elle est, impossible. Il va nous falloir politiser le long terme. Il va nous falloir disposer des totems pour les 50, 100 prochaines années, des totems que l'on essayera de respecter économiquement, scientifiquement, parce que le long terme sera une affaire de décision politique. Voilà. Le long terme sera une affaire de choix politique. Il n'émanera pas de la science ni de l'économie. Il émanera, s'il peut exister, du politique. Du coup, sur la dernière intervention, ça me réconcilie avec le système, parce que du coup, merci monsieur pour votre intervention, pour cette grande conférence. Vous parlez beaucoup de progrès, sans jamais définir ce qu'on met derrière le mot progrès en réalité. Comment est-ce qu'on mesure le progrès ? La dernière intervention, en tous les cas, me réconcilie un peu plus avec le discours sur le principe que les solutions ou la solution, si jamais elle existe, se trouvera dans le politique, fondamentalement dans le politique et pas ailleurs. Et que les solutions ne se trouveront pas dans les entreprises qui sont dans un système. Là, pour le coup, je suis assez d'accord avec ce que vous disiez tout à l'heure sur les entreprises aujourd'hui, elles fonctionnent dans un système, elles construisent même ce système et elles dirigent ce système à l'échelle planétaire. Et donc, la vraie solution, en tous les cas, la vraie prise de conscience, puisqu'on parle de conscientiser un certain nombre de choses, viendra dans la prise de conscience des concitoyens, des citoyens du monde, pour changer la donne politique. Ah oui, je suis d'accord avec ça. C'est pas la peine que j'ajoute quoi que ce soit. C'est profondément vrai. C'est dans les modes de vie qu'on dessinera le futur. C'est dans les choix sur les modes de vie plutôt que dans l'attente d'un progrès technique. Ouais, je suis complètement d'accord avec ça. Bien, merci beaucoup. Merci de votre attention à tous. Merci le public. L'ouvrage de Jean-François Simonin, Esquisse d'une stratégie de l'espérance, est publié aux éditions Libres et Solidaires. Vous avez pu écouter une rencontre enregistrée le 28 octobre 2023 à la librairie Ombre Blanche, organisée avec le GREP Midi-Pyrénées, en collaboration avec les Amis du Monde Diplomatique de Toulouse. Réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.